Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie de Charlotte qui vient nous parler du métier d'enseignante. De la maternelle au CM2, elle a accompagné de nombreux élèves pendant plusieurs années et elle a plein d'anecdotes et de réflexions croustillantes à nous livrer. Coucou Chacha! Salut Mel, j'espère que tu vas bien. Oui, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on avait très hâte de faire ce podcast parce que pour la petite histoire, ça fait très longtemps qu'on a prévu de parler de ce sujet-là parce que je le trouve hyper intéressant et je sais que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir maîtresse d'école ? Moi je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai commencé en fait surtout à travailler avec les enfants. C'est travailler avec les enfants qui m'a motivée à être professeure des écoles, puisque j'étais animatrice en fait dans les campings lors des étés pendant les saisons, etc. Je faisais les saisons. T'as commencé par ça. Ouais, j'ai fait plusieurs étés en tant qu'animatrice dans des campings. Et c'est en fait au contact des enfants que je me suis dit en fait c'est peut-être ce que je voudrais faire, parce que j'étais complètement perdue, j'étais en licence de droit, c'était cool mais ça me plaisait pas. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, à ce moment-là, le master d'éducation, on pouvait le faire avec n'importe quelle licence, on pouvait postuler avec n'importe laquelle. Okay. Donc je me suis dit, je termine ma licence et je postule et je regarde et je deviens prof. En plus, on a tous cette image hyper cool de professeur des écoles. De la maîtresse. T'es fonctionnaire, t'as pas de soucis, t'as pas peur, etc. T'as les vacances. Voilà, t'as les vacances scolaires, t'as tes week-ends, etc. Et c'est vrai que c'est cool, il y a ces côtés-là sont quand même assez cool, mais il y a plein de choses qui ensuite m'ont dégoûté un peu du métier. Ouais, on va en parler juste après. Qu'est-ce qu'il faut faire comme diplôme pour faire ce métier-là ? Et maintenant en fait ça a complètement changé. Donc actuellement je crois qu'ils ont réduit justement le niveau d'études parce qu'avant il fallait avoir un bac plus 5. Donc passer une licence et un master pour être professeur des écoles. Okay. On est les bac plus 5 les moins bien payés de toute la France. De fou. Voilà. Carrément. Exactement, mais oui. Et je crois qu'à cause de ça, justement, ils ont réduit le niveau d'études maintenant. Ils ont complètement changé la formation. C'est plus du tout comme moi je l'ai fait à l'époque. Parce que c'était J'ai réfléchi tout à l'heure dans la voiture en venant. J'ai calculé un peu. Et c'était il y a 8 ans. J'étais en stage à l'école. Enfin, normalement, oui, c'est ça, je crois. Hein. Il y a 7 ans, je crois. Ouais. 7 ou 8 ans. T'as démarré à quel âge tes études pour devenir professeur ? J'ai fait ma licence et en fait j'ai fait mon master, et à l'époque le master 1, tu passes le concours quand t'étais en master 1 et si t'avais eu ton concours t'as ton concours de professeur des écoles, en master 2 du coup tu es en formation, donc en fait t'as une classe à deux et tu alternes, t'es à moitié à la fac, à moitié dans ta classe mais tout seul, avec quelqu'un qui comme toi a eu le concours. Donc en fait ça dépend des académies, il y en a qui font 2 jours dans la semaine, 2 jours, donc il y en a qui sont lundi, mardi dans la classe, jeudi, vendredi à la fac et l'autre inverse. Dans l'académie, ce que moi j'ai passé dans l'académie de Nice, dans le sud de la France, c'était 3 semaines. Donc je passais 3 semaines dans une classe et après j'avais 3 semaines de cours. Ok, d'accord. Et on alternait comme ça toute l'année. Et ce qui fait qu'à quel âge t'as tout fini, t'as terminé tes études ? Je crois que c'était à 22 ans. 21, 22 ans. Assez jeune quand même. 22, 23. Mais moi je suis née en fin d'année aussi. Donc du coup, forcément, voilà, il y a ça. Mais je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûre d'avoir bien calculé. Mais ouais, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et comment ça se passe les premières années où ça y est, t'as ton diplôme en poche et t'es livrée à toi-même face à combien d'enfants par classe ? Alors ça dépend, ça va dépendre du coup du niveau de classe, ça va dépendre de plein de choses, le nombre d'enfants. T'es complètement livré à toi-même. Il y a plein de choses que même en fait l'année de formation, en fait donc on t'apprend à passer le concours, etc. Il faut savoir que le master de l'éducation nationale, ça te prépare à passer le concours, ça te prépare pas réellement à devenir prof. Ouais. Donc t'es content, t'as le concours et tout, t'arrives, tu fais tes petits trucs théorie, etc. Et t'arrives, t'as un gamin qui te crache dessus, t'es ravi. Donc voilà. Non mais c'est totalement, tu t'es pas préparé à ça. Puis on te demande, on te donne une classe, puis on te dit maintenant tu fais ton emploi du temps, il faut que t'aies 108 heures de répartie, il faut que t'aies ça, ton nombre d'heures par école, par classe, et c'est le genre de choses qu'on n'apprend pas. Après, j'ai eu beaucoup de chance dans les formateurs qui m'ont formée à l'université de Nice, parce que c'est des profs qui étaient conscients qu'il fallait préparer au concours, mais aussi à la classe, et ils étaient vraiment très pédagogues là-dessus. Ils m'ont donné plein de billes, plein d'outils, et c'était super. Mais du coup, ça se passe comme ça. Donc la première année, t'es en stage. Et après, quand t'as ton concours, le concours, c'est... Une fois que tu l'as, ton premier poste, c'est advienne que pourra, est-ce que tu as de la chance ou est-ce que tu en as pas ? Ah ouais, d'accord, ok. Parce que, tout simplement, c'est un nombre de points. En fait, c'est ce qu'on appelle le mouvement quand t'es professeur des écoles. Comment tu gagnes des points ? T'en gagnes avec de l'ancienneté, t'en gagnes avec des concours spécifiques, des choses en plus. Si t'avais déjà un petit peu travaillé pour la fonction publique, je crois que tu récupères aussi des points. Mais en gros, voilà, donc tout néo-titulaire du concours, qui n'a pas travaillé ou quoi, qui juste a suivi un cursus normal, se retrouve avec 1 point, et donc en fait t'as tous les nouveaux C'est au petit bonheur la chance là, tu sais même pas où tu peux être vraiment envoyé à l'autre bout de la France par exemple.
Alors non, pas en professeur des écoles. Ça, c'est les professeurs au collège et au lycée, tu peux. Okay. Là, par contre, là où on a de la chance en tant que professeur des écoles, c'est qu'on est dans une région. Okay, donc d'accord. en fait, quand tu passes le concours, après, dans ta région, tu classes les départements par ordre de préférence et selon ton classement, tu es mis du coup dans un département. D'accord. Okay. Donc après, c'est assez dur aussi de revenir. Si jamais, par exemple, moi j'avais une copine qui était maman en plus, qui est arrivée, elle a eu son concours du premier coup, mais sur 185 places, elle arrivait, je crois, 170e. Et en fait, elle s'est retrouvée dans l'autre département où habiter. Du coup, il faut faire des demandes pour être transférée, etc. Okay, ouais. C'est des choses qui sont assez difficiles à faire et un peu compliquées, surtout. Oui, elle était maman de 3 enfants, mariée, etc. C'est une reconversion. Ouais, c'est plus dur. C'est plus dur, voilà. Okay. Et donc, après, par contre, donc, on a tous le même niveau de points. On a des vœux à faire, donc on a une liste de 50 vœux, si je me rappelle bien. Et là, il faut être très très stratégique, il faut réfléchir, parce qu'en fait, il ne faut jamais mettre un vœu qu'on ne veut pas. Si jamais tu le mets, t'es sûr que tu l'auras. Tu te dis, waouh, au pire, voilà, je l'aurai jamais, je le mets, c'est juste pour remplir une place, t'es sûr que tu vas tomber dessus. Il y a des postes qui sont très compliqués, et en plus, au lieu de classer que des postes, à la fin, surtout la première année, t'es obligé de faire 4 vœux, juste 2 zones. Ok, d'accord. Juste une zone, dans une zone. Ok. Voilà. Et donc du coup, tu peux choisir la zone normale, tu peux choisir la zone mais en version handicap, etc. Okay. Et en gros, tu t'es obligé de faire ces 4 vœux et tu sais que tu vas finir là-dedans parce que tu as qu'un seul point, donc tu vas passer en dernier. Ok, je vois. Donc là, c'est comme ça que la toute première année, je me suis retrouvée, parce qu'en plus du coup, le seul critère équitable après pour départager les gens quand t'as tous le même point, c'est la date de naissance. What? Ok. C'est le seul truc. Ils peuvent pas, c'est pas la note au concours ou quoi. Ils départagent si t'as le même nombre de points et que les deux personnes arrivent et du coup ont tous les deux demandé le même poste et ils sont au classement comme ça, à ce moment-là, c'est par date de naissance qu'ils font. Pardon, mais c'est débile. C'est débile, mais c'est comme ça. C'est trop bizarre. En fait, on pourrait se référencer aux notes, par exemple. Qui a une note la plus élevée? Enfin, là, c'est plus cohérent, tu vois. C'est ce qu'ils font pour ton année de stage. En fait, ton année de stage, tu fais une liste de choix, pareil, sur des écoles qui sont des classes et des écoles qui sont définies à l'avance. Parce que justement, ce sont des lieux propices à l'enseignement, à l'apprentissage de l'enseignement, donc ils sont entourés, etc. Et en fait, là, c'est simple, ils prennent la personne qui est arrivée première au concours, ils regardent son premier choix, ils lui donnent la deuxième, etc. Donc ça, c'est pour l'année de stage. Okay. Mais après, de manière générale, pour l'ensemble des professeurs, c'est au petit bonheur la chance comme ça. Voilà. Ok. Et toi, ça va? T'étais assez contente d'où tu étais? Absolument pas. J'ai eu... Mais alors, en fait, c'est totalement paradoxal. J'ai eu un poste que je n'aurais jamais dû avoir ce poste. Ce n'est pas normal, et c'est l'un des premiers reproches que je fais à l'éducation nationale. J'ai eu un poste hyper spécialisé, donc en fait, dans la section du handicap, alors que je venais d'avoir mon concours. Il faut avoir un diplôme en plus pour travailler dans le milieu du handicap, parce que on travaille pas avec des enfants handicapés comme ça du jour au lendemain, sans formation. J'avais fait une formation sur l'autisme, mais c'était à part, c'était même pas avec ma fac, c'était juste en fait une formation à part. Oui. Mais c'est la seule chose que j'avais. Et du coup, je me suis retrouvée donc remplaçante, mais remplaçante que pour les écoles très spécialisées dans la situation du handicap. Et comme en fait, il y en a un peu moins quand même, et en fait, cette zone-là, exceptionnellement, ça prenait toute la région. Donc en fait, je me suis retrouvée à aller à Toulon, 2h15 de route le matin, 2h15 de route le soir. Waouh. Voilà. Le train de vie. Voilà. C'est chaud, très épuisant. C'était Après, ça leur coûte cher. Il faut savoir que quand t'es remplaçant, du coup, t'as des indemnités de déplacement quand Donc ça, en général, c'était quand même assez rare, mais ça m'est arrivé. Mais dans la section du handicap, c'est tellement large, ça englobe tellement de choses. J'ai travaillé avec des élèves qui étaient aveugles, qui étaient déficients visuels. Et on m'a envoyé pas mal dans plein de collèges pour travailler en SECPA. Parce que les classes SECPA du collège, en fait, ce sont des professeurs des écoles qui ont passé les concours pour le handicap. C'est pas des profs des collèges. Donc je me suis retrouvée, moi, 1m60, 50 kilos, dans une cour de collège un jour, avec un surveillant qui me dit « Va te ranger avec ta classe ». « Non, je suis désolée, je remplace madame machin, je cherche telle classe. »« Oh, pardon !» Voilà. Oh là là. Avec un mec de 2 mètres, 90 kilos dans ma classe de 3e qui s'est énervé à balancer une chaise. Voilà, t'es content. Oh ouais, mais justement, j'allais t'en parler. Comment est-ce que t'as géré les cancres un petit peu de la classe, les perturbateurs, comment t'as réussi à faire ça? Toute classe confondue, vraiment que t'as fait, comment t'arrives à gérer les élèves qui foutent le bordel, en gros? On n'y arrive pas tout le temps. Ouais. J'y arrive pas tout le temps. Après, je pense avec l'expérience, au fur et à mesure, ça a été. Mais j'ai tout de suite un élève qui me vient en tête, qui est un élève, il a un background très particulier parce que il était à l'école, son père était en prison à ce moment-là, mais c'était un élève de CE1 et que j'ai retrouvé en plus l'année d'après en CE2.
parce que ma classe avait changé, mais lui, je l'ai retrouvé aussi. Et ce gamin-là, je n'arrivais pas, vraiment, je n'arrivais pas, il me faisait peur. Ce gamin m'a fait pleurer, un gamin de CE1, de CE1, oui. CE1. Et il m'a traité de pute et il m'a dit qu'il allait me crever les yeux avec son crayon en papier. Waouh, c'est violent. Voilà, donc forcément j'ai eu une discussion avec lui, mais en fait, c'est ce genre de gamin où t'as une classe et tout se passe bien, et puis lui il est là. Ouais. Ouais, c'est nul ce que tu fais. Ouais, trop bien. Il te fout tout en l'air en 2 secondes. Et tu peux rien faire. Enfin, tu peux rien faire. Oui, tu peux hausser la voix, etc. Mais techniquement, t'as pas le droit tu peux le punir 5 minutes de récréation, de demander de rester assis. Le gamin n'en a rien à faire, tout simplement. Dans sa vie, ça va rien lui changer. Ouais. Il va juste continuer. Et tu peux rien faire. Et après, là où j'avais de la chance, c'est que c'était un poste particulier où j'avais plusieurs classes dans la semaine. Et du coup, je l'avais qu'un jour dans la semaine. La prof de la classe qui les avait les 3 autres jours, donc qui était à 3/4, elle le maîtrisait très bien. Je ne sais pas pourquoi. Faisait comment ? Je ne sais pas, je lui demandais, je lui dis, mais comment tu fais ? Alors peut-être que c'est la stature, parce que c'est quelqu'un qui était... c'était une dame qui était très grande, qui était pas pourtant très vieille, qui était... elle était plus vieille que moi quand même, parce qu'elle avait des enfants, etc. Mais elle avait une telle confiance en elle, c'était une copine du coup. Je me suis vraiment bien entendue avec elle et je prends encore de ses nouvelles. Et je pense qu'en fait c'était vraiment cette question de confiance. Les enfants c'est un peu comme des animaux, je pense. Si t'as pas confiance, ils le sentent. Et les failles, ils vont s'y engouffrer. Et toi, comme c'était ta première année... Pas celle-là, du coup, là c'était les années d'après, mais ouais. Mais t'étais à quoi, 2 ans, 3 ans? Même pas. C'était encore tes bébés années, tu vois. Donc c'est normal que t'avais pas la même assurance que cette nana qui avait, du coup, elle avait combien d'ancienneté? 15-20 ans d'ancienneté déjà. Ouais, voilà. Donc déjà, elle tape du poing sur la table, tout le monde ferme sa bouche, quoi. C'est ça. Enfin, tu sais, il y en a, on sent qu'ils ont une aura. Certains profs, tu te rappelles, au collège, au lycée, tu sais qu'il faut pas les faire chier. Ils ont même pas ouvert la bouche que par leur manière de se déplacer. Le regard. Tu sais que t'as pas intérêt à faire quelque chose de mal ou autre, tu vois. Ah, elle était excellente pour ça, elle le gérait très bien. Moi, j'ai pas réussi. Celui-là, honnêtement, cet enfant-là, j'ai pas réussi à le gérer. Mais les autres où t'as réussi, comment tu faisais? Y a plusieurs méthodes. Quoi ta petite technique, ouais? Il y a... En soi, je pense que c'est important d'avoir un discours avec les parents, d'avoir vraiment une discussion et de travailler main dans la main avec les parents pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Là où c'est compliqué, c'est quand les parents te descendent derrière, en fait, à la maison, parce que, en fait, s'ils descendent, le gamin, il en a rien à faire, il sait qu'il y aura aucune répercussion. Donc, travailler main dans la main avec les parents sur pourquoi, comment, etc., ça marche bien. Après, en général, beaucoup d'affection, quand même. On m'a appris, on m'a dit cette phrase quand j'étais en master, c'est que enseigner, on te demande pas d'apprécier les élèves, on te demande d'enseigner et que normalement tu devrais pas avoir d'affect. Mais moi je suis désolée, quand tu travailles avec des humains, surtout des humains si jeunes, tu peux pas ne pas avoir d'affect, tu peux pas apprécier les enfants, tu peux pas leur donner. Et je trouve que quand tu donnes aux enfants et que tu essayes de discuter calmement, en fait vraiment la clé, je pense, c'est de pas s'énerver et parler le moins possible avec les élèves perturbateurs. Plus tu parles, moins on t'écoute. Et du coup vraiment réussir à juste descendre le son, descendre d'un ton quand tu parles. C'est comme si jamais tu te retrouves avec un groupe d'élèves ou si jamais n'importe qui se retrouve face à un groupe d'enfants et qu'il y a trop de bruit, etc. Juste parler moins fort, le dosser la voix pour parler au-dessus. C'est vraiment une technique où même se mettre à chuchoter, les enfants vont se mettre à chuchoter avec nous. Et juste réussir à calmer comme ça, c'est vraiment... Après, t'as plein de petites astuces où je passe des contrats avec les enfants. Genre, on écrit sur une feuille, voilà, t'as le droit à faire jouer ce jeu-là si tu travailles correctement. T'as le droit, t'as le droit à un nombre de croix dans la journée. Si jamais tu dépasses, t'as pas le droit de faire ça, etc. Et c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est beaucoup de travail, du coup, de faire ça. Les mini-contrats. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est l'un des problèmes aussi, je pense, de l'éducation nationale aujourd'hui. C'est que oui, certes, on travaille 4 jours par semaine, on travaille 6 heures par jour, oui, ok, super. Je passais tous mes midis, quand j'avais ma classe de CM2, j'ai 1h30 le midi, je passais tous mes midis à corriger mes cahiers. Ouais, par exemple, tu vois. Tu ne restes pas à rien faire, quoi, c'est pas les vacances. Non, c'est jamais. Et en fait, quand t'as pas envie, parce que t'as une vie, moi j'avais autre chose à côté, j'avais des hobbies, etc., tu culpabilises de pas passer ce temps-là. T'as des profs, elles sont super, et j'ai vraiment des collègues que j'ai retenu, avec qui j'ai encore des contacts, qui travaillent énormément, qui créent énormément de contenu pour leurs enfants, et c'est tellement beau, mais elles passent leur temps à ça.
Elles passent leur temps à ça, et si ça marche pas, et si... Elles ont pas d'autres loisirs, quoi, à côté. Je pense qu'il y en a, elles en ont, mais vraiment, c'est leur vie, en fait. C'est le taf qui passe en premier plan. Oui. Je sais pas si c'est les générations d'avant, peut-être que nous aujourd'hui on est plus jeunes et je sais qu'on a tendance à plus se détacher de ça, de se dire bah moi j'ai une vie, j'ai mon travail mais j'ai aussi ma vie. De fou. Mais je pense qu'en professeur des écoles, si tu veux que ça fonctionne, t'es obligé. En fait si tu veux bien faire les choses vraiment, t'es obligé de donner tellement de ta personne. Le nombre de professeurs, même moi, qui ont rien que déjà acheter des choses pour leur classe sur leur propre argent parce que bah y a pas assez d'argent pour les classes, etc. Et si tu le fais pas, tu culpabilises. Donc, en tout cas, moi, je culpabilisais. Je pense que je suis trop sensible pour ce métier parce que je culpabilisais de pas donner plus à mes élèves. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais c'est vrai que tu as arrêté ce métier depuis un an. Même pas parce que c'était en novembre. J'ai démissionné c'est vraiment récemment, du coup. Mais pour revenir un petit peu à ta classe qui a été spécialisée handicapée, est-ce que tu trouves que justement l'éducation nationale prend bien en charge ces élèves-là ? Ainsi que vous les professeurs, pour les formations, etc. Alors c'est très compliqué, non. Pour moi c'est pas... pas assez. C'est pas que c'est pas assez, c'est que le système il est pas adapté. Parce que au collège par exemple, on voit justement les classes de SECPA. Pour moi les classes de SECPA, les élèves que j'ai côtoyés dans ces classes, j'ai un peu l'impression que c'était des classes fourre-tout. Dans le sens où t'as des élèves qui sont dyslexiques, et ils sont à peu près 25 je crois dans la classe, ou 18-20. Mais ça reste beaucoup, t'as des élèves qui sont 10 là-dedans, t'as des élèves qui ont des troubles de l'attention, t'as des élèves qui ont juste, qui viennent d'un milieu social qui est un petit peu défavorisé et qui du coup ont du retard sur certaines notions, sur certaines choses. Et en fait, ça fait un espèce de mix-max là, ils mélangent tout. Et tu peux pas, si tu individualises pas, si tu passes pas énormément de temps à établir un plan pour chacun de tes élèves, c'est très compliqué de faire du contenu qui va réussir à tirer vers le haut tous les élèves de la classe en même temps. Donc c'est vraiment des classes un peu fourre-tout. Après, dans ce qui est dans les classes les plus petites, la maternelle, les primaires, il y a des classes Ulysse qui existent, qui sont très très bien, qui fonctionnent très bien. Le problème c'est qu'il n'y en a pas assez. Il y a des Ulysse spécialisés, autisme, etc. J'ai rencontré des professeurs. Les professeurs en général de ces classes-là sont des personnes qui justement passent leur vie à ça, qui sont passionnés et qui travaillent énormément. Et ils ont tout mon respect, toute mon admiration parce que ce qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment extraordinaire. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les IME, donc les instituts médicaux de l'éducation, je crois, quelque chose comme ça. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez et les places sont très, très, très limitées. Donc, il y a énormément d'enfants qui devraient bénéficier des IME, mais qui ne peuvent juste pas y aller. Et de manière générale, en fait, quand ça fonctionne pas, quand il n'y a pas de place dans tout ça, on va privilégier l'inclusion scolaire. Alors, l'inclusion, c'est super parce que du coup, effectivement, ça permet à des élèves handicapés d'être dans une classe avec d'autres enfants, de pas se sentir mis à l'écart, etc. Le problème, c'est que ça marche pas tout le temps et qu'on l'impose. C'est-à-dire, je me suis retrouvée, ma toute dernière classe, juste avant de démissionner, avec 2 enfants, tous les 2 autistes inclus dans ma classe. Il y en a un où on arrivait un petit peu à faire des choses, à le tirer vers le haut, sachant qu'il était maintenu il était en grande section, donc il aurait dû être en CP. Et finalement, il a été maintenu contre l'avis d'ailleurs de l'inspection qui a dû être validé après coup, c'est-à-dire qu'on l'a maintenu de force. En fait, l'autre enfant, on reviendra pas sur cette histoire parce que c'est une histoire vraiment tragique qui a failli arriver dans cette école, mais l'autre enfant, en fait, juste... Il arrive, il n'est capable de rien. C'est-à-dire qu'il se roule par terre, il mange de la terre, il arrive, il lance les choses dans la classe, etc. Ouais, c'est tout. En fait, tu ne peux pas travailler convenablement. Tu vas t'approcher vers lui pour lui prendre des choses. Si j'avais pas les cheveux attachés, ses élèves me tiraient les cheveux tous les jours. Donc c'est vraiment juste, ce n'est pas possible. En fait, il n'y a aucun intérêt. Au contraire, je trouve même ça contre-productif pour les autres enfants de la classe. Oui, ça les empêche de progresser. Exactement, parce qu'en fait, c'est cette aura, cette ambiance que ça va créer dans la classe d'avoir un enfant qui fait tout le temps du bruit, même si eux sont assis au coin regroupement, m'écoutent parler, m'écoutent chanter, font les comptines, les rituels avec moi, etc. Avoir un enfant derrière qui va crier, qui est en train de balancer des crayons, etc. Quand t'as un enfant de 3, 4, 5 ans, tu peux pas lui reprocher de se retourner pour regarder, de dire « maîtresse, il fait ça, maîtresse, il fait ça ». Oui, c'est normal, quoi. Donc on essaye déjà de leur dire... Laissez-le, on le regarde pas, il n'existe pas, je sais il fait du bruit, mais on peut pas. Et du coup, cette inclusion, pour moi, elle pose vraiment problème. Et on nous l'impose parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour ces enfants. Et je trouve ça bien qu'ils soient inclus dans des écoles, mais il faut qu'elles soient vraiment adaptées et il faut qu'elles soient utiles. Donc pour toi, ça serait mieux de créer carrément des écoles spécialisées vraiment que pour ça,
augmenter le nombre de places et laisser les élèves qui ont des capacités classiques, standards, entre eux, en gros. Pas les séparer du tout, au contraire, mais faut qu'ils soient, parce qu'il y a certaines matières où ils peuvent totalement participer. Je pense par exemple aux matières sportives, à l'art plastique, etc. Ouais. Donc qu'il y ait des inclusions, parce que pour qu'ils soient ensemble, totalement. Qui sont pas mis de côté. Quoi. Voilà, mais je comprends le principe de l'inclusion, je trouve ça bien, c'est hyper bienveillant, mais le problème c'est juste qu'il est mal réalisé. Voilà, on pourrait faire mieux. Voilà, parce que là c'est trop, c'est juste mettre un élève toute la journée dans une classe où il ne peut pas. Donc ce serait mieux vraiment d'avoir un petit côté adapté pour eux et un autre côté où on les met ensemble. Ok, d'accord. Je pense qu'il faut réussir à trouver le juste milieu. Et bah c'est compliqué parce que y a pas les infrastructures, il y a pas les personnes, il y a pas le personnel pour tout ça et ça demande énormément de moyens. Moi j'ai une copine qui travaille dans l'ATSEM. Coucou Camille si tu passes par là. Et elle me disait que normalement elle devrait s'occuper que d'un seul enfant, mais des fois elle se retrouve avec 3-4 parce qu'ils n'ont pas les budgets nécessaires pour en payer d'autres, quoi. C'est abusé. Déjà, t'as deux problématiques quand c'est comme ça. C'est que souvent, les AESH, en effet, qui accompagnent du coup les enfants en situation de handicap dans les classes, et des fois, il y en a pas assez, parce que faut recruter. Il n'y a pas de diplôme pour être AESH. J'ai vu des gens devenir AESH sans aucune formation, sans rien. Donc t'arrives, tu passes ta journée avec l'élève handicapé, tu ne le connais pas, tu ne sais rien, t'as aucune notion sur le handicap. Et t'as aussi le problème que pour avoir une AESH, il faut que l'enfant soit notifié MDPH, donc de la maison du personnel et du handicap, je crois. Je connais c'est rigolo, je connais les acronymes, mais je sais même plus ce qu'ils veulent dire à force. En tout cas, ceux qui connaissent les acronymes, ils se repéreront. Voilà, c'est ça. Donc du coup, et si t'as pas cette notification de la MDPH qui dit oui, en effet, cet enfant doit être accompagné ou doit avoir tel matériel pour l'aider dans son handicap, etc. Et en soi, l'élève se retrouve livré à lui-même. Donc c'est cette MDPH qui fait des commissions pour analyser, regarder les dossiers et décider est-ce que oui, tu as besoin de quelqu'un ou est-ce que non, tu n'en as pas besoin. Et en plus de ça, en général, des fois il y a des notifications, mais il n'y a pas le personnel pour. Donc on a la notification, on dit que cet élève doit être accompagné. Il ne l'est pas parce que on n'a pas la personne pour l'accompagner ou on n'a pas le matériel qui est requis, etc. Et des fois ça prend, en plus la commission pour notifier, ça prend au moins 1 an. Ah ouais, donc l'élève au moins pendant 1 an il est livré à lui-même en plus à côté de ça. Pour une première demande, oui. Pour la toute première demande, c'est pour ça qu'on essaie de le prendre vraiment tôt. Il n'y a pas de notification MDPH en maternelle, donc ça veut dire que déjà on doit attendre le CP. Enfin en tout cas, notification MDPH, sauf si des cas médicalisés, effectivement très très lourds. Mais de manière générale, sinon, faut attendre. Et donc du coup, parce que comme l'enfant est jeune en maternelle, on sait pas en fait si c'est un problème ou si juste il met un peu plus de temps à se développer que les autres. Et on peut pas être sûr parce que il est jeune, donc on sait pas, il a 3 ans, on peut pas vraiment savoir, donc on est obligé d'attendre un peu. Et après pour une première demande, en effet, il faut au moins 1 an. Et qu'est-ce qui pourrait améliorer l'éducation nationale pour le bien-être des professeurs, des ATSEM et de tous les enfants? Il faudrait moins d'élèves dans les classes. Ouais. Moins d'élèves dans les classes parce que même si c'est lourd, travailler et qu'on a besoin d'individualiser pour des élèves, tu peux individualiser quand t'as 28 enfants dans une classe, voire 30. C'est très compliqué. Ouais, des fois une trentaine pour un adulte. Mais c'est trop. C'est beaucoup. Mais personne ne survivrait à ça en vrai. Hein. Il y en a qui le font. Je sais que juste avant que je démissionne, du coup, j'ai vu une de mes collègues. Je l'ai revue en début d'année parce que j'ai pu passer dans son école. Je lui dis alors, t'as combien d'élèves cette année dans ta classe? 32. Pardon? Je lui dis mais 32 moyennes. En fait, elle m'a dit c'est soit je prends des petits et des moyens, mais du coup, et j'en ai 28, mais j'ai 2 niveaux. Soit j'ai décidé, j'ai dit c'est pas grave, je prends sur moi, le même reste niveau, 2 ans, mais avec plein d'élèves. Voilà, du coup j'ai pris les 32. Waouh, ok. 32 enfants de maternelle dans une école qui, en plus parce qu'on n'a pas parlé du fait qu'il y a des écoles qui devraient être définies comme réseau d'éducation prioritaire en REP et qui ne le sont pas. Le nombre d'enfants, nombre d'écoles où je suis arrivée, où on décrit, parce que j'ai fait beaucoup de remplacements, donc ça c'est super cool parce que j'ai pu découvrir vraiment plein d'écoles, plein de manières d'enseigner différentes. Et à chaque fois j'arrive, très souvent on me dit « Oh, tu verras ici le public, hein. Bon, on n'est pas REP, hein, mais on devrait. Hein. » Alors tu peux expliquer, moi personnellement je ne sais pas ce que ça veut dire REP. C'est réseau d'éducation prioritaire, donc en fait ce sont des écoles où c'est défini que le niveau de vie est un peu plus bas, où en général il y a des lacunes, etc. Et du coup il y a plus d'aides qui sont données dans ces écoles, et normalement t'as plus de règles aussi sur effectivement le nombre d'enfants, etc.
D'accord. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup d'écoles qui ne le sont pas alors qu'elles devraient l'être. Oui, parce qu'en fait, ça dépend aussi de la question géographique, je crois, d'où se place l'école. Ok. Et des fois, en fait, elles sont à la limite de telle, ou alors elles sont définies dans telle région, etc. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase, on aurait dû être REP ou REP+, et on ne l'est pas. Il faudrait en inclure plus, quoi. Oui, mais du coup, si on en inclut... En fait, c'est le problème de, si on inclut toutes les écoles, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pas grand-chose, du coup, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment d'école qui ne serait pas inclus dedans, finalement. Oui, ok. Et pour toi, il faudrait avoir combien d'élèves dans une classe? Pour rester quand même dans le côté communautaire, je dirais 20 maximum. En soi, 20 maximum, c'est ok. Tu peux poser tes pieds aussi. Oh, c'est bon, c'est ok, t'inquiète, bon. merci. Je dirais... Ouais, entre 15 et 20, c'est bien parce que tu peux créer des groupes, tu peux créer vraiment de l'interaction, etc. Ce serait vraiment le idéal, quoi. Ouais. Mais en maternelle, on fait des groupes dans les classes, on fait des groupes d'élèves et on travaille par groupe de 5-6 maximum. Mhm. Donc sur une demi-heure, je vais prendre 5-6 élèves et puis une demi-heure après, je prendrai un autre groupe de 5-6. Donc il y a déjà tout ça qui est mis en place en maternelle. Mais c'est vrai que dans une classe... pour que ce soit quand même réalisable, je pense 20 élèves, ce serait le rêve en fait, mais c'est pas possible. Vraiment, C'est pas possible. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que quand on fait quand on était à la fac, quand j'étais à la fac et qu'on faisait des formations, on nous fait beaucoup regarder de vidéos, de professeurs qui ont mis en place des choses pour analyser, ensuite qui ont testé des mécanismes d'enseignement, des stratégies, etc. Okay. Et l'une des premières choses qu'on voit tout le temps, c'est... On leur dit, oui, mais c'est rigolo, ça marche super bien son truc. Ils sont 6 élèves. Le reste de la classe, ils sont où? Le reste de la classe, parce que nous, effectivement, moi, je peux prendre 6 élèves dans ma classe, mais je fais quoi des 25 autres? Enfin, je fais quoi des 25 autres qui sont là? Donc, en maternelle, c'est possible, parce qu'il y a la TSEM, etc. Effectivement, on peut être plusieurs. Et après, sinon, faut les mettre en autonomie. Oui, certes, mais oui, c'est cool de voir des stratégies d'enseignement, tout ça. Ils sont 6. C'est pas réalisable sur 30 élèves. Non, il y a plein de choses qui sont pas réalisables ou qui sont difficiles ou qui demandent du coup de s'adapter. Faut vraiment, quand t'es professeur des écoles, faut que tu t'adaptes à tout parce qu'en fait, on a l'impression, on voit bien l'image de professeur des écoles qui a son petit classeur et qui ressort tous les ans les mêmes choses, etc. Le même programme. Pas du tout. Déjà, le programme change tous les ans avec l'éducation nationale. Ouais. C'est une dinguerie comment les choses changent tout le temps, alors qu'au final, c'est pour dire la même chose. Il y avait une blague, je crois, dans l'éducation nationale, je sais plus comment ils appelaient ça, mais je sais que dans un des programmes, ils avaient parlé pour définir un ballon, ils avaient expliqué objet circulaire de machin, ou je sais plus trop comment ils l'avaient dit, mais ils avaient utilisé un terme hyper technique pour dire ballon, pour dire les jeux de balles, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. C'était ce genre de choses, vraiment, pour ne rien dire, quoi. Ouais. Rien demander à ChatGPT d'écrire un programme, il le fera mieux que vous. Ouais, limite, quoi. Voilà, c'est vraiment... Des fois, c'est l'impression que j'ai. Donc en fait, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Oui, mais le système, bien sûr qu'ils font très bien, enfin, qu'ils essayent de faire leur mieux, j'espère, pour leur travail. Le système ne fonctionne pas, je pense, comme il l'est actuellement, mais effectivement, ce serait tellement dur de changer, de tout revoir depuis les fondations, etc. Mais bon. Ça prendrait beaucoup de temps quand même de tout revoir à zéro comme ça. Oui. Après, il y a des choses qui fonctionnent. Hein. C'est vrai que je parle beaucoup de choses mauvaises sur l'éducation nationale, etc. Mais il y a aussi des très belles choses. Il y a des très belles personnes qui travaillent. Et il y a des situations, des enfants qui sont pris en charge correctement et qui progressent. Et sans l'éducation nationale et sans les professeurs qui sont dans l'éducation nationale, n'arriveraient jamais à progresser autant. Oui. Donc vraiment, j'ai un énorme respect pour tout cela. C'est surtout effectivement le système que je blâme un petit peu sur sa conception, sur comment ça crée des choses, quoi. Oui. Et pour revenir un peu plus à du positif, est-ce que t'as une anecdote dont tu te souviens, qui t'a marqué, qui t'a fait beaucoup plaisir pendant que t'étais maîtresse à un moment donné? C'est assez cool. Je pense la classe que j'ai préférée et j'ai vraiment accroché avec cette classe, c'était ma classe de CM2. Alors l'école est particulière, le milieu était très particulier parce que c'est un milieu qui au contraire était très aisé, donc c'était assez facile d'enseigner dans cette école. Mm-hmm. Et en fait, ces élèves étaient tellement... Ils étaient rigolos, en fait. Je pouvais rire avec eux, ils comprenaient. Bon, déjà, c'est des CM2, donc ils comprennent. Et je savais que je les aurais plus jamais en tant que prof, puisque de toute façon, ils étaient en CM2, à la fin de l'année, ils allaient aller en 6e. Oui. Donc, je les aurais plus jamais. Et en fait, je leur ai donné ma chaîne Twitch, du coup, parce qu'aujourd'hui, je suis streameuse à temps plein. Oui, d'ailleurs, vas-y, fais ta pub pour Twitch. Non, ça me gêne trop, je peux pas faire ça. Non, ça me gêne pas. Non, ça me gêne trop. Cette modestie, c'est ouf. Oh, non, mais si vous voulez retrouver Charlotte, c'est quoi ta chaîne Twitch? Nunako, Nunako. Voilà, vous pouvez la retrouver. Et c'est quoi ton programme?
En général, je fais du World of Warcraft beaucoup et du Elden Ring. Voilà, vous pouvez la retrouver sur Twitch. C'est gentil, merci. Mais, du coup, je leur ai donné ma chaîne Twitch et je leur ai donné mon pseudo, etc. Je leur ai montré le dernier jour. D'ailleurs, les 2 derniers jours, je leur ai fait jouer à des jeux vidéo sur le vidéoprojecteur parce que on avait fini le programme de maths et du coup, j'étais très fière d'eux, donc voilà. Et c'est vrai que ils m'envoient des messages. J'ai des élèves qui m'envoient des messages, qui viennent sur ma chaîne Twitch, qui viennent me dire bonjour. Qui m'envoient des messages, ils m'ont envoyé des messages WhatsApp pour me souhaiter mon anniversaire. Oh non, c'est trop mimi. Voilà, c'est vraiment... Et cette relation avec cette classe était vraiment incroyable. Et du coup, je prends des nouvelles d'eux assez régulièrement et ça me fait très plaisir. Et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, c'est trop mimi. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui souhaiteraient faire ce métier-là? Des choses que toi, t'aurais peut-être aimé apprendre avant de démarrer ce métier. Qu'est-ce que t'aurais à conseiller? C'est pas... Le métier c'est pas ce que vous... Enfin, je sais pas comment... Pas ce que vous imaginez. Quoi. Ouais, c'est pas ce qu'on imagine. C'est vraiment pas ce qu'on imagine. Je pense faut aller voir les écoles. Aller voir dans les écoles, parler aux professeurs. Parce que moi, je suis très aigrie, parce que je suis trop sensible. Il y a trop de choses qui m'ont fait de la peine. Mais tu l'as réalisé au final, maintenant. Oui. T'as agi en conséquence et voilà. Il y a des profs qui sont super et qui vont adorer, qui vont vous dire que c'est le plus beau métier du monde et c'est sûrement le plus beau métier du monde. Mais c'est un métier qui est très compliqué, qui est très dur, qui demande énormément d'investissement, beaucoup plus que juste 4 jours par semaine. Oui. Et avoir les vacances. Je sais pas si tu te rappelles, mais on a un copain, on a un ami, on a Orlando, qui du coup... On a Charlie aussi qui est prof. Alors, c'est pas la même chose pour le coup, Charlie, mais Orlando, tu vois, quand il a commencé il est contractuel, du coup, professeur des écoles contractuelles en attendant de passer le concours. Il l'a pas passé cette année, d'ailleurs. Quand il a commencé à être contractuel, il m'a demandé des conseils et tout. Il m'a dit... j'aimerais bien et tout, tu crois que c'est une bonne idée, tu crois que c'est bien, tout ça. Puis je le voyais, puis il me disait non mais si, ça va être cool, et puis je pourrais me mettre à mi-temps, comme ça je travaillerai 2 jours par semaine, etc. Et je lui disais mais la belle vie. mais non en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas comme ça en fait. Et là aujourd'hui, il se retrouve dans des classes actuellement, je sais qu'il a un CE2, CM1, donc il a 2 cycles différents, c'est très compliqué, et il se rend compte de la quantité de travail que ça demande. Et il réalise, et il n'est pas sûr de vouloir continuer. Il aime bien le métier de travailler avec les enfants, enseigner c'est bien. Et ça lui va tellement bien en même temps. Oui, c'est vrai, mais ça demande beaucoup de choses. En fait, il réalise beaucoup plus, on réalise pas la charge de travail que c'est. Puis c'est avec l'expérience qu'on se rend compte vraiment de la chose. Comme tu disais, il faut aller voir dans les écoles, etc. pour vraiment réaliser l'ampleur du travail, quoi. Et il y a beaucoup plus de situations compliquées que ce qu'on pourrait croire. Dans toutes les écoles, tu vas avoir des élèves qui sont dyslexiques, ou tu vas avoir au moins un autiste dans l'école, ou tu vas avoir des élèves qui sont diagnostiqués, machin. Et c'est cool parce qu'on met des diagnostics, on regarde pour pouvoir les accompagner. Mais du coup, les situations sont de plus en plus compliquées, les familles sont de plus en plus défavorisées au fur et à mesure. Et surtout, quelque chose qu'on m'a dit quand j'ai commencé à être prof, quand j'ai eu mon concours, c'est cette phrase de cet inspecteur: vous allez avoir des enfants capricieux issus eux-mêmes d'une génération d'enfants capricieux. Ça veut dire courage. Voilà, c'est ça. On nous a dit ça. En fait, les parents d'aujourd'hui, ce sont les premiers enfants qui étaient capricieux et qui eux-mêmes, du coup, maintenant ont grandi, mais du coup, éduquent des enfants qui sont également capricieux. Et ça, faut en avoir conscience, pardon. Après, il y a des familles super. Attention, hein, je dis ça, je fais des généralités, c'est peut-être pas bien, mais... Oui, mais c'est bien, faut en être conscient, quoi. Oui. Merci beaucoup de ton honnêteté et tout ça, parce que je pense que ça va briser un peu le mythe. Oui. C'est un métier qui fait rêver, hein. Être enseignante, être maîtresse d'école, etc. Enfin, et ça permet de redescendre un petit peu les gens de l'idée géniale qui est d'être enseignante, et ça peut aider vraiment beaucoup de monde à réaliser la chose, quoi. Oui. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup, Chacha. Si vous avez bien aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, de liker, de commenter et de partager. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Ciao. Bisous.